19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Nous n'avons pas la même voix, mais nous avons la même passion. Ce n'est pas Bilal Nelman, c'est Meshat Kivan. En tous les cas, on vous a programmé du lourd ce soir pour vous faire oublier son absence et vous faire réagir, je vous le promets. Au programme de cette émission, on va mettre les pieds dans le plat directement en parlant de deux équipes qui sont concernées par la plus belle affiche de cette journée de Ligue des Champions. Le FC Barcelone d'un côté et la Juventus de l'autre. Le FC Barcelone avec des révélations d'après le Classico sur un arrangement arbitral, on ne sait pas. Juan José nous éclairera dessus. Cristiano Ronaldo qui sera probablement absent pour la journée de demain. On attaquera ensuite avec l'incroyable mais vrai et on fera un focus sur Dimitri Payet, je vais y arriver, et l'Olympique de Marseille. On enchaînera avec la victoire et donc on se consacrera à l'aspect tactique du match entre City et l'Olympique de Marseille. On enchaînera avec le Shakhtar et l'Inter qui est une belle affiche également de cette journée et qui permettra au Shakhtar de prendre une belle longueur d'avance s'il gagne ce match. Et enfin, on parlera de Gianni Infantino, le président de la fédération de la FIFA, positif au coronavirus. Time Sport. Et avant de commencer l'émission, on va présenter tout le monde. On va présenter tout le monde et on va commencer par Juan José. Hola, buenas tardes, Meshat. Ça va? Et ça va et toi? Très bien. Grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pour le Classico à Beurre FM. Exactement. Aujourd'hui, c'est le Classico de chez nous. Exactement. Mourad, qui est là avec nous. Michad ? Ça va très bien. Merci d'être là, Mourad. Merci beaucoup. J'espère Bonsoir que- à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et enfin, Viknesh. Salut tout le monde, salut Meshat. Ça va, Viknesh? Ça va et toi? Bon, j'attends tes punchlines. Hein. T'inquiète pas, ça va arriver. Je rappelle tout le monde que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou nous appeler au 01 53 48 3000. Et on commence tout de suite avec le ras-le-bol. Time Sport, le ras-le-bol. Le ras-le-bol. Juan José, qu'est-ce qui se passe? On a appris des révélations. Le FC Barcelone qui crierait au scandale après les révélations des discussions entre les arbitres du Classico. Tout à fait. Le fait est que ce premier Classico de la Liga espagnole s'est terminé avec une victoire, je dirais même surprise, du Real Madrid, 3-1 au Camp Nou. Donc c'est quand même une belle claque pour le Barça. Et c'est nos confrères de la chaîne de télévision 4 en Espagne qui ont fait révéler un extrait d'une conversation entre les arbitres lors du fameux penalty qui a été sifflé contre le Barça et qui avait mis en jeu Ramos d'un côté et l'anglais de l'autre côté. Et donc apparemment cette phrase est tout simple. L'un des arbitres indique c'est Ramos qui a tiré le maillot le premier. C'est la phrase que nous avons tous écoutée. Le fait est que si on se replonge dans le match, on voit Ramos tomber, l'arbitre va regarder la VAR et là, après la VAR, il siffle le penalty. Et c'est vrai que dans les images de la VAR, on voit clairement que l'anglais tire le maillot de Ramos. On ne voit pas clairement par contre que Ramos tire au premier le maillot. Voilà, on voit pas le début. Et donc, première des choses, c'est que cette phrase, c'est tout ce qu'on connaît pour l'instant. Parce que l'enregistrement, c'est la Ligue espagnole qui l'a. Donc, on ne sait pas du tout dans quel contexte elle a été dite. Donc pour l'instant, c'est un peu opaque, si Donc, je comprends pour bien. l'instant, D'accord. c'est opaque parce que la Liga ne s'est pas prononcée et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il paraît pas probable que le résultat soit mis en doute, forcément. Ça peut être une erreur arbitrale, mais ça permet au Barça, aux supporters du Barça, aux dirigeants du Barça, à l'entraîneur du Barça, effectivement, d'écrier au scandale par rapport à la VAR. Mais derrière tout ça, on ne vous le cache pas. Il y a une motion de censure qui devrait être votée dans les prochaines semaines, normalement la semaine prochaine, mais qui n'a pas été encore convoquée par les dirigeants du FC Barcelone. Il y a la démission du président de Barcelone qui pourrait être imminente ou pas, on ne sait pas. La vraie fausse démission d'ailleurs. La vraie fausse démission du président de Barcelone. Et puis qu'aujourd'hui, même s'ils ont 2 matchs en moins, la réalité est que le Barça ne convainc pas au niveau de son jeu, et la réalité est que le Real Madrid est donc 12e du championnat espagnol, et le Barça n'est que 8e. Tout est bon pour rejeter la faute sur l'ennemi juré
que ce soit du côté du FC Barcelone ou du Real Madrid. Mourad, est-ce que c'est pas un bon prétexte pour Bartomeu, qui est au pied du mur, de se saisir de cette affaire-là pour un petit peu oublier ce qui se passe actuellement au FC Barcelone et pour faire du bruit ailleurs, finalement? J'ai l'impression en fait que déjà, qu'est-ce qu'un classico sans polémique d'arbitrage? C'est la base. Déjà, c'est la base. On l'a vu sous Mourinho. Je pense que c'est le syndrome en fait du mauvais perdant, l'arbitrage. Donc on l'a vu à l'époque de Mourinho avec le doigt dans l'œil sur Barcia, exactement. Je pense que c'est récurrent et c'est symptomatique de celui qui perd dans ce match que tout le monde regarde, où toutes les équipes et les coachs seront jugés. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Ensuite, je pense qu'en Espagne on va beaucoup trop loin au niveau des polémiques d'arbitrage. On va faire des enquêtes sur les arbitres et ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Il y a aussi les guerres interposées entre médias pro-catalans, pro-Madrid qui nous font que justement attiser justement la polémique. Donc je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça. Nous, d'un point de vue spectateur, se concentrer sur le jeu. Et bien sûr, après, c'est la Ligue espagnole qui dévoilera les vidéos. Mais je pense que de toute façon, on passera à autre chose, comme on est passé à autre chose à l'époque de Mourinho ou à l'époque de Guardiola. Mais c'est symptomatique, en fait, des classicos, les problématiques et les polémiques d'arbitrage. Moi, je trouve que c'est un cache-misère, en fait, cette affaire. Parce qu'en fait, on parle plus de terrain, en fait. On parle plus de terrain, on parle plus des problèmes qu'il y a à côté, en fait. Là, on se concentre juste sur cette affaire-là. Alors que sur le terrain, le Barça a été catastrophique. Ils ont rien montré au point de vue du jeu. Après, il y a Bartomeu et avec la motion de censure et tout qui arrive, on n'en parle pas non plus. Donc, je pense que c'est un cache-misère. Comme ça, on évite de parler de ces sujets qui sont importants, déterminants. Alors que cette histoire de penalty, certes, c'est important, il n'y a peut-être pas penalty, etc., selon chacun, etc., ça dépend de chacun. Mais le contexte, on l'a pas. On n'a que les images et l'enregistrement en question. On n'a pas le contexte. Parce que, combien de fois un arbitre assistant dit à son arbitre en chef, ouais, moi je pense qu'il y a penalty, moi je pense pas qu'il y a penalty, va avoir ton avis. Là, on l'a entendu. On a entendu quand même l'arbitre en fait. insister sur le fait que c'était Ramos qui avait tiré en premier. Mais on n'a pas la n'a suite. pas été sollicité. Je pense aussi, et c'est aussi tout à l'honneur de l'arbitre. C'est parce qu'on ne sait pas à quel moment il y a cette phrase qui est prononcée. Exactement. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? C'est ça. La VAR, Exactement. voilà, on ne sait pas encore. Parce que, Si je peux juste rajouter, vas-y. excuse-moi, Viknesh, c'est tout à l'honneur de l'arbitre qui ne siffle pas penalty directement. Il ne siffle pas, il y a pause, interruption du jeu, et ensuite il sollicite la VAR et il siffle penalty. Donc s'il était vraiment pro-Real, j'imagine qu'il aurait pu siffler directement penalty, sachant que le tirage de maillot était assez important, même si Ramos en rajoute un peu. Mais l'Anglais tire clairement, on le voit sur les images, le maillot de Sergio Ramos, sachant qu'il était bien placé pour pourquoi pas la placer de la tête et marquer le but. Et surtout, on sait très bien que Ramos, il est vicieux. Ce mec dans les classicos, dans les grands matchs, il répond présent, il sait comment faire avec les autres. Et ça, il est vicieux. Il est même plus technique en fait. Il est son technique. Il est un peu agressif. Il sait quand il faut faire le petit coup, quand il faut tirer légèrement le maillot. Il sait faire tout ça. Donc l'Anglais qui n'a pas encore l'expérience d'un classico, il s'est fait avoir, on va dire concrètement. Et aussi pour revenir sur l'enregistrement en question, on ne sait pas ce qu'il dit avant et après en fait. On n'a que ce passage-là. Donc admettons, il a dit ouais, va voir après. On ne sait pas en fait. Donc là, on se concentre sur un petit passage, sur 3 mots. Et on ne sait pas le reste. Donc bon, ça fait fausse polémique, donc monsieur. Non, c'est une polémique, ça c'est une réalité. Il y a une polémique. Il est normal que les journalistes, que les supporters, que les dirigeants se saisissent de cette polémique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce n'est pas uniquement la polémique de ce match. Sport contre Marca, éventuellement. Voilà, mais c'est aussi l'éternel débat sur l'efficacité ou pas de la VAR. C'est un débat qui existe en Espagne, c'est un débat qui existe en France, c'est un débat qu'aujourd'hui existe partout. C'est l'efficacité de la VAR, mais d'ailleurs, il faut juste savoir qu'il y a eu des déclarations des Koeman après le match qui vont peut-être lui coûter 4 matchs de suspension. Parce que il a critiqué. Pour rejoindre Juan José, je pense que malgré la VAR, l'arbitrage restera toujours une question de point de vue, de toute façon. Chacun interprète de sa manière, en fait. Et donc voilà, je pense qu'il faudrait ramener ce sujet sur la table encore une fois et revoir justement l'intérêt réel de la VAR, peut-être l'utiliser simplement sur les hors-jeux. C'est ce que j'allais dire. Où il n'y a pas de débat en fait. Même les hors-jeux, des fois, ça dépend. Mais sur les pénaltys, c'est souvent à la justesse et à la voilà, c'est très compliqué à gérer, mais c'est vrai, c'est une belle polémique, Mourad l'a dit. Il n'y a pas de classicos, il n'y a pas de polémique. Et là, la polémique est servie. C'est surtout que ça alimente aussi le favoritisme présumé du Real Madrid dans les décisions arbitrales. Le fait est que je pense que c'est un cycle en fait. Je pense que c'est une question de karma. On se souvient de Barcelone PSG où l'arbitrage avait été sévèrement critiqué justement à l'encontre du Barça. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Il faut prendre conscience que c'est un cycle, mais c'est aussi un syndrome de mauvais perdant, tout simplement. Le gagnant ne discute pas l'arbitrage de toute façon. Bon. Et là, le Barça a des problèmes beaucoup plus profonds que de regarder ce qui se passe. C'est ça.
Déjà parce que, comme je te disais, aujourd'hui ils sont loin 13e du championnat, même s'ils ont deux matchs toujours en retard et qu'ils pourraient, s'ils les gagnaient, revenir au niveau du Real Madrid. Mais c'est vrai que le Barça, lors de son premier match des Champions League, avait créé sensation avec un 5-1. On disait voilà, ils ont retrouvé le jeu. Mais le fait est qu'effectivement derrière, cette défaite face au Real Madrid a fait vraiment mal. Et toujours dans un contexte très polémique avec, comme on a répété depuis plusieurs semaines, mais c'est vraiment l'actualité aujourd'hui, cette motion de censure qui peut faire tomber le président Bartomeu à n'importe quel moment dans les jours, les semaines à venir. Alors justement, Juan, c'est toi qui es spécialiste de la Liga, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de cette motion de censure, parce que beaucoup ne savent pas comment ça marche en Liga. Qu'est-ce que ça inclut, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe si demain le FC Barcelone perd contre la Juventus, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, déjà, la première des choses que cette motion de censure, c'est qu'il y a eu au moins 16 000 socios, donc des gens qui sont propriétaires du club, puisque vous savez, c'est pas une société anonyme, mais une société sportive, donc il y a des adhérents. C'est important de le préciser. Il y a eu 16 000, au moins 16 000, autour de 20 000, c'est le chiffre qui a été donné, qui ont signé cette motion de censure. Si il doit être voté dans les 20 jours après que le résultat du nombre des signatures a été donné, le Bartomeu bien a demandé à retarder la votation de cette motion de censure. De 15 jours. Et le fait est, en raison du Covid. Oui, il a allégué le Covid, de la sécurité, on n'est pas prêt. Voilà, il y a eu 36 000 trucs différents. Mais le fait est qu'effectivement, si cette motion de censure venait à être donc votée et gagnée par ceux qui la présentent, Bartomeu serait obligé de démissionner avec sa directive, les autres dirigeants, et une nouvelle équipe serait donc à la tête du Barça, sachant que politiquement, à Bartomeu l'intéresse. Il est intérêt à démissionner ou à partir, plutôt à démissionner, mais tout simplement parce que s'il démissionne aujourd'hui ou la semaine prochaine ou 2 semaines, il n'aura pas à signer les comptes du FC Barcelone. Parce qu'actuellement, et donc il n'aura aucune responsabilité sur les comptes du Barça, et on sait que le Barça a perdu beaucoup d'argent à cause du Covid. Parce qu'aujourd'hui, il est effectivement responsable des dettes du FC Barcelone, et donc du coup, il risque de devoir les rembourser si jamais il démissionne. C'est pour ça, je pense que signé ou pas, l'opinion publique et la Liga espagnole n'est pas dupe. Il est responsable de cette situation, et je pense que c'est le plus mauvais président de l'histoire du Barça. C'est déjà l'un des plus mauvais présidents de l'histoire du Barça. Je pense clairement. Sachant, je me permets quand même, c'est info que tout le monde a, mais n'oublions pas que certains des derniers présidents du Barça sont passés par la case prison après avoir quitté le Barça. Sandro Rosell. Donc, Sandro Rosell, Gaspar aussi est passé par la case prison. Donc, donc il y en a au moins 3 présidents Barça qui sont passés par la case prison. Donc, effectivement, il y a beaucoup en jeu, au-delà des aspects purement sportifs pour le Barça et pour Barcelone, en plus dans un moment politique très compliqué avec l'indépendantisme, etc. Donc c'est vrai que le Barça, qui est devenu le porte-drapeau de l'indépendantisme en quelque sorte en Barcelone et en Espagne, est devenu quand même pour c'est beaucoup. Plus qu'un club, hein, de toute façon, c'est leur devise. Hein. Oui, mais voilà, c'est leur devise. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est un club pour certains et pas pour tous les Catalans. Ça, c'est aussi une réalité, puisqu'il y a une autre club du côté de Barcelone qui s'appelle l'Espagnol de Barcelone, qui est aussi catalan. Oui, mais en termes d'aura, c'est pas le même club. Oui, c'est pas du tout le même club. Palmarès. Et de l'empreinte qu'il a laissé à l'Espagnol Barcelone, oui. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas du même acabit. Très bien. Merci beaucoup pour vos éclaircissements, messieurs. On parle tout de suite de la Juventus de Turin. La Juventus de Turin qui est en difficulté sur ce début de saison et qui en plus a perdu Cristiano Ronaldo pour cause de Covid et qui potentiellement, possiblement, très probablement, ce Cristiano Ronaldo qui sera absent demain contre la Juventus de Turin, contre le FC Barcelone, pardonnez-moi. Bah, je pense quoi penser? Quoi penser? Je pense que, je ne sais pas si vous avez suivi, au lendemain de l'annonce du test positif de Cristiano Ronaldo, le cours de la bourse a chuté au niveau de la Juventus. Je pense qu'il y a tellement d'argent en jeu, en fait, que le test en fait de Cristiano Ronaldo va changer de couleur au dernier moment. Je pense qu'il sera négatif. Ils ont 24 heures avant ça. Parce que il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est tous les fans de foot du monde entier attendent Cristiano Ronaldo face à Messi et se remémorer les derniers classicos à travers Juve Barça.
mais il y a aussi l'impact économique que ça peut engendrer. Il y a tellement d'argent en jeu. En fait, il y a un enjeu économique tellement important que Cristiano Ronaldo se doit d'être sur le terrain. Et de toute façon, l'annonce se fera ce soir. On en saura un peu plus mardi dans la soirée, donc aujourd'hui, pour savoir s'il est positif ou négatif. Moi, je pense que il sera négatif. En plus, il est asymptomatique. Je pense qu'à la Juventus, les médecins qui trafiquent les tests. Mourad, attention. Mourad, le trafic les examens d'Italiens. Je pense qu'ils ont pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, Mourad. Ils vont ressortir les vieux dossiers et c'est reparti pour un tour. Oui, mais dans quelles conditions physiques il reviendra s'il revient? Mais Cristiano, c'est une machine. C'est une machine, mais il manque quand même de rythme, l'ami. Il habite pas dans un appartement exigu parisien. Oh, ça, t'inquiète pas. Dans un studio. Cristiano Ronaldo, je pense. Il habite pas dans un terrain de foot non plus. Oui, mais t'as vu après le confinement comment il était? Après le confinement, il était là. Oh, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Il a un jardin haut de gamme, il a tout le matériel nécessaire. T'inquiète pas. Non, justement, il a eu du mal au début. On n'a pas vu le même match. Beaucoup de mal au début, et puis après la machine s'est lancée. Mais ouais, mais là ça fait 2 semaines qu'il a pas joué, je pense. Et depuis ça fait 2 semaines. Oui, mais même si on est asymptomatique, on n'a pas le rythme, on n'a pas pu s'entraîner correctement, même s'il a continué à le faire un tout petit peu. Mais la réalité est que on attendait. Il sera là. Mais voilà, mais c'est ce que l'attendait quand on a eu le tirage au sort, on s'est dit. Ronaldo revient au Camp Nou avec la Juventus, c'est vrai, mais c'est un duel qu'on attendait tous de voir et peut-être qu'on va être privé de ce duel. D'un côté, c'est un match évidemment important pour le Barça parce que une victoire face à la Juve le mettrait vraiment en très bonne disposition pour passer donc en huitième de finale. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils reviennent, qu'ils jouent et qu'ils jouent bien. Donc, au moins qu'on ait un beau match. Et surtout que la Juve a besoin de Cristiano, parce que en ce moment, dernièrement, ils sont pas très très performants. Le Pirlo, il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut, ça va prendre du temps. C'est une nouvelle philosophie, avec des nouveaux joueurs, etc. Donc, il va associer Morata avec Dybala et Cristiano, ça prend du temps. Donc, surtout qu'ils en ont besoin, parce qu'offensivement, ils ont que Morata qui plante dernièrement, et il leur faut un renfort. Cristiano, il monopolise toute une défense. Il est incroyable, Cristiano, face au but. Il faut de l'efficacité dans cette équipe. Donc, ils en ont besoin, et je pense qu'il sera là, forcément. Petite page de pub et on revient tout de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Avec Meshat Kivan et non pas Bilal Nenman, mais en tout cas c'est la quotidienne et c'est bien la quotidienne de Time Sport. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous joindre au 01 53 48 3000. Hervé qui a profité de la pause de la mi-temps pour nous rejoindre. Exactement, je suis rentré en jeu. Voilà, m'avoir fait rentrer. Remplaçant, on est toujours avec Juan José, Mourad et Viknesh. Incroyable me vrai, c'est maintenant, c'est tout de suite. Time Sport. Focus sur l'OM, les amis. L'OM, les raisons du début de la saison catastrophique de Dimitri Payet, il faut en parler. Est-ce que c'est un problème ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. C'est moi qui vous pose la question. Hervé, tu viens d'arriver. Je pense que le problème il est d'abord physique. Enfin, comme on en parlait en off, Dimitri Payet il est complètement hors de forme. Il a au moins, je vais être gentil, au moins 7 kilos en trop. Voilà. On aurait pu utiliser un chiffre rond. J'ai voulu être un peu clément. Il a facilement 7 kilos en trop. Voilà, il a au moins 7 kilos en trop. Voilà. C'est précis, 7. Voilà, il est complètement hors de forme et ça se ressent sur son jeu. Et puis même psychologiquement, il est censé être la figure de proue du navire marseillais. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il assume son rôle de leader au sein de cette équipe. Il a des prestations qui sont en dents de scie depuis maintenant 18 mois. Pour moi, comme je te le disais, Dimitri Payet, pour moi, sa dernière bonne saison, c'était à West Ham. C'était la saison 2015-2016, où il est d'ailleurs élu joueur du club par les supporters. Il termine avec la saison avec, je crois, si mes calculs sont bons, il inscrit 9 buts et il délivre 10 passes décisives dans 28 matchs. Donc pour moi, c'était sa dernière bonne saison qu'il a réalisée en club. Il fait quand même une belle demi-saison quand Marseille va en finale de la Ligue. Non, il faut le dire. Quand Marseille va en finale de la Ligue. Il a quelques éclairs de génie. Un peu plus optimiste sur Dimitri Payet, justement, sur la saison après où il revient pour une somme astronomique, même si moi j'ai pas compris, parce qu'il faut prendre en compte aussi le critère de l'âge qui est important. Quand on a 33 ans et être la figure de proue. Il a 30 ans quand il revient. Donc c'est assez compliqué. Mais moi j'ai bien aimé sa saison à l'OM avec le parcours
Très bon parcours de l'OM en Europa League. Il a quelques gros matchs. À l'Europa League, donc face à l'Atlético. Donc c'était pas mal. Mais ensuite. Mais quelques gros matchs, est-ce que ça suffit quand on met 30 millions d'euros sur un joueur comme lui? Non, mais c'est insuffisant. En plus, c'est censé être le leader technique de cette équipe. T'attends comme quand tu recrutes un mec comme Payet, au prix où tu l'as acheté, au salaire que tu le rémunères chaque mois, t'attends de lui qu'il soit quand même c'est lui qui montre l'exemple, c'est lui qui apporte une plus-value à cette équipe, au jeu de cette équipe. Quand moi je vois le jeu de Payet depuis maintenant 18 mois, je me pose des questions, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est pas plus souvent remplacé, pourquoi est-ce qu'il est pas plus souvent discuté. Et non, franchement, je pense que le mauvais état de forme de Payet influe sur le jeu de son équipe. Après, Payet, c'est un meneur de jeu. Donc, qui dit meneur de jeu dit faut voir qui l'entoure, que ce soit d'un point de vue offensif, que ce soit d'un point de vue défensif, pour qu'il puisse pouvoir exprimer ses qualités et mettre en avant sa qualité de passe, sa vision de jeu, sa frappe, etc. Il est très mal entouré aujourd'hui, Dimitri Payet. On a un Benedetto qui n'est que l'ombre de lui-même. On a un Florian Thauvin qui est absent, qui revient de blessure et qui est absent et qui joue par intermittence. Dû à sa fragilité physique. On a un milieu défensif qui est ultra bétonné et qui n'a pas éventuellement la capacité à se projeter tel qu'on peut le voir dans d'autres clubs, on va dire du top 5, du top 20, on va dire européen, où on est sur des milieux défensifs classiques et qui jouent beaucoup latéralement. Donc Dimitri Payet, il est pas mis dans les meilleures conditions aussi. Hein. Oui, non mais là une question que je me pose, que je vous écoute parler. On parle de Dimitri Payet, c'est lui-là même qu'il y a 3 mois, l'OM était disposé à le vendre. Alors qu'ils l'ont prolongé. Oui, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre un mec à 33 ans et qui a coûté 30 millions. C'est la réalité. Donc, il reste, on va faire de lui le maître du projet, projet OM. Mais on attendait quoi de Dimitri Payet? Comme s'il avait fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Non, ce n'est pas le cas non plus. Donc voilà. Et à qui la faute s'il a 7 kilos ou 10 kilos en plus? À lui. C'est à qui la faute? Au mec qui l'entoure? Non, excuse-moi. La première faute, c'est à lui. C'est lui qui a été payé 30 millions. C'est lui qui est un professionnel. C'est lui qui est à la tête de ce projet. C'est à lui de faire l'effort. Je suis d'accord avec toi. Il n'endosse pas en fait ce costume de leader ou de capitaine qu'on aimerait le voir endosser. Mais le poids, c'est pas le seul des critères. Il y a d'autres critères aussi. On peut discuter du système tactique. Par exemple, il y a des rumeurs. Je sais pas, j'ai pas vu la compo pour ce soir. On l'annonce en faux neuf. Non, on l'annonce sur le banc avec Benedetto. Sur le banc, d'accord, ok. Sur le banc avec Benedetto. Moi, j'avais cru lire hier soir qu'il serait positionné en faux neuf. Apparemment, avec Benedetto sur le banc, qui lui aussi n'est que l'ombre de lui-même. C'est le buteur de l'équipe. On attend à ce qu'il plante. Villas-Boas apparemment va envoyer un message fort pour tous et en premier pour Dimitri Payet en le laissant sur le banc. Ça, c'est une réalité et ça montre à quel point effectivement un mec qui ne répond pas depuis plusieurs semaines et qui effectivement est tout à fait conscient qu'il est en surpoids et qu'il n'a pas du tout la forme en physique, il ne peut pas jouer à Manchester City ce soir. Et puis je vais donner la parole à Hervé. Après, Payet, déjà son arrivée, elle est incompréhensible à Marseille de toute façon. Comme sa présentation avec Jacques-Henri Hérault, qui fait un PowerPoint pour montrer qu'il a terminé top 30 dans le classement du Ballon d'Or, avec d'autres stats, des chiffres en voiture, voilà. Plus le PowerPoint, Et après, il faut demander à Jacques-Henri Hérault. Avec de nouveaux recrutements, il peut peut-être le faire. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et après, c'est la présentation. Il a été présenté comme la star du projet, etc. Je suis pas sûr que c'est le cas. Et après, le transfert, 30 millions, c'est cher. Le rachat. En fait, tout son arrivée, tout le processus qui a suivi, en fait, c'est incompréhensible. Et après, le patron de l'équipe, Payet, certes, c'est le cas, mais il prend pas les rênes de l'équipe, en fait. Il prend pas les clés du camion. Il peut les prendre, les rênes de l'équipe. Il doit les prendre, en fait. Il a pas le choix parce qu'il est censé être le patron de l'équipe. Donc, il doit les prendre. Après, si lui-même, il se donne pas les moyens, il fait pas les efforts nécessaires, après, il fonce dans le mur, en fait. Ça va de soi, c'est logique. Je trouve que, on a un peu tout résumé. Il est arrivé comme étant la tête de gondole du fameux, Marseille Project, là, Champions Project, qui s'avère être un flop. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Moi, je prends pas l'excuse. Enfin, je prends pas l'âge comme une excuse. Il y a des preuves en Italie que par exemple, t'as Zlatan qui a 38, 39 ans. Tu vas pas comparer Zlatan. J'ai pas comparé. Ronaldo. Mais il est censé être le Zlatan ou le Ronaldo de la Juventus. J'ai pas comparé. Ne m'accorde pas des paroles que j'ai pas dites, Juan José. Je dis juste que l'âge ne doit pas être un prétexte
pour minimiser les performances en dents de scie de Dimitri Payet. C'est un joueur qui est talentueux. On discute pas forcément, on discute pas le talent. Si tu as presque 34 ans et que tu ne t'entretiens pas physiquement, c'est ça le problème. C'est comme si tu avais 40 ans. Alors que si tu as 39 ans comme Zlatan et tu es au top de ta forme et que tu fais cet effort de t'entretenir, t'as 30 ans du coup. Forcément, tu es beaucoup plus jeune et comme le dirait Zlatan Ibrahimovic, tu es un peu Benjamin Button. Moi, je te pose une question, Mourad. Est-ce que si Dimitri Payet a ces 7 kilos en trop, est-ce que c'est pas aussi parce que le club le met trop dans le confort? Tu sais, quand tu es dans ta zone de confort, tu te donnes pas forcément les moyens de te surpasser. Bien sûr, il a jamais été mis en concurrence. Voilà, exactement. On pensait que justement il allait être. Oui, avec Benedetto, mais ça n'a pas marché. Enfin, entre guillemets, Benedetto. On aurait pu voir des passages sur le blanc, ça n'a pas été le cas. Apparemment ce soir c'est ça, ça a commencé. Donc voilà, moi je pense que aujourd'hui quel est le concurrent de un joueur de haut niveau? Cuisance. Je pense que c'est Cuisance directement. Cuisance. On a peut-être Thauvin qui doit être titularisé par contre aujourd'hui. Je pense que c'est Cuisance qui a été recruté pour concurrencer Payet et pour assurer une transition aussi. Et jusque là ça n'a jamais été le cas. Il a jamais été mis en danger par son coach Dimitri Payet. Petit point final. On peut juste dire, et je me permettrai juste de dire que dans un football qui est de plus en plus intensif et qui demande de plus en plus des efforts à haute intensité notamment, avoir un joueur qui effectivement a 7 kilos en trop alors qu'il est un numéro 10 classique, on va dire à l'ancienne, qui pouvait marcher il y a quelques années, effectivement aujourd'hui ça pose problème parce qu'on n'est pas capable d'aligner des performances de haut niveau quand on n'est pas capable de courir beaucoup plus qu'il ne le fait. Voilà. J'ai l'impression que c'est la disparition des 10 à l'ancienne aussi. Hein. Mais oui, tous les 10 à l'ancienne ont des difficultés. Mesut Özil à Arsenal, Isco au Real Madrid. T'imagines il y a 20 ans une défense à 5 avec 3 dans l'axe. 3 défenseurs centraux. Et avec 2 sprinters le foot a tellement changé aujourd'hui. Exactement. Bon bref. On clore le débat sur Dimitri Payet et on attaque tout de suite la victoire. Time Sport, la victoire. Qui nous intéresse peut-être un peu plus, à savoir l'aspect tactique du match de ce soir. On le rappelle, l'Olympique de Marseille qui reçoit Manchester City. Aïe, très compliqué pour Marseille. Alors compliqué, déjà parce qu'effectivement ils ont perdu leur premier match donc en Champions League, donc une nouvelle défaite les mettrait en grosse difficulté. Et compliqué parce qu'effectivement celui qui devrait être là apparemment ne le sera pas pour Dimitri Payet. Et compliqué effectivement parce qu'en face vous avez un Manchester City qui doit quand même prouver, même s'ils ont gagné lors de la première journée, ils sont en difficulté en Première Ligue et ils doivent prouver effectivement qu'ils sont capables de retrouver ce qu'on attend d'eux. Et techniquement, quand on regarde les deux effectifs, il n'y a pas photo entre Manchester et Marseille, même si Manchester est privé effectivement de son avant-centre d'Aruelo, qui sont en difficulté pour marquer, mais leur qualité technique devrait faire la différence. Je vois difficilement aujourd'hui Marseille être capable d'aller battre Manchester. Ils peuvent copier des l'OL qui avait réussi son coup, mais c'est Villas-Boas qui a dit je ne regarde pas ce que fait l'OL face à Manchester, ne m'intéresse qu'à mon club. Peut-être qu'il devrait regarder. Tout à fait. Moi personnellement, même si je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous autour de cette table qui souhaitent la victoire de l'OM ce soir, je pense que le maximum... Un peu de chauvinisme quand même. Oui, il en faut un peu. Il en faut un peu de toute façon. Je pense que le maximum qu'on puisse en tirer de cette confrontation, ce serait un match nul. Alors comparer les deux Olympiques, ce serait déjà faux en termes ils n'ont pas les mêmes joueurs. Exactement, en termes de pronostics, puisqu'ils n'ont pas les mêmes joueurs. L'Olympique Lyonnais a beaucoup plus d'atouts offensifs que l'OM. Aujourd'hui, on n'a même pas d'avant-centre avec un Benedetto qui aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. On n'a pas forcément Kostas Mitroglou qui est mis au placard. C'est un joueur de foot encore. C'est un joueur de foot. Il est toujours payé grassement par Marseille. Il n'est pas utilisé. Donc je pense que on n'est pas sur les mêmes atouts avec l'Olympique Lyonnais. Après, faut savoir que Manchester City a pu bénéficier. L'Olympique Lyonnais a bénéficié de l'effet de surprise la saison dernière. Aujourd'hui, ils sont préparés à ce genre de match. Ils ont même recruté défensivement avec l'ancien défenseur central du Benfica, c'est Ruben Dias et Jonathan Ake, non? Nathan Ake. Exactement, et Nathan Ake de Bournemouth. Et même si on a Agüero et Gabriel Jesus qui sont absents ce soir, on a Sterling qui peut faire le boulot au poste d'avant-centre, et ils ont tellement d'atouts offensifs, c'est interchangeable. Je pense que au maximum l'exploit ce sera un match nul pour l'OM. Hervé, est-ce que tu peux nous annoncer l'équipe qui serait potentiellement alignée ce soir? L'équipe qui se dessine, donc ce serait Mandanda dans les buts, une défense à 5 avec Sakai, Alvaro, Kaletachar, Léo Balerdi et Amavi. Un milieu de terrain avec Camara Rongier, donc
ça situe un peu les intentions de Villas-Boas. Cuisance au créateur et puis une doublette Thauvin-Radonjic. Donc en gros, ça va défendre, ça va bétonner. Ça va bétonner derrière. Si je comprends bien, voilà, ils ne comptent pas faire le jeu. Hein. Ça risque c'est de... la bétonneuse. Donc on vise le match nul ou alors le contre qui permet le contre avec Cuisance, Thauvin. L'entraîneur portugais, étonnant. Non mais tu vois, c'est quand même paradoxal parce qu'en fait ils vont jouer avec un système qui a réussi aux adversaires de City avant, parce que effectivement Leicester il y a pas très longtemps, il y a une semaine à peu près, avait battu City avec ce système, avec 5 défenseurs et avec des pistons sur les côtés qui étaient capables de monter très rapidement et mettre en difficulté City, sauf que ils n'ont pas du tout le même joueur du côté de Marseille. Les pistons, c'est ça. Voilà, et voilà, je pense aussi que pour ça on a mis Dimitri Payet sur le banc, c'est pour essayer d'avoir des joueurs qui soient capables de faire des courses à répétition, parce que c'est la seule façon de surprendre nos amis des City, parce qu'une nouvelle défaite de Marseille les mettrait en grosse difficulté et pourrait presque signer au mieux une Europa League, au pire une élimination directe. Bon, Hervé, puis je donnerai la parole à Viknesh juste après. Franchement, sans supporterisme et tout, on aimerait bien que l'Olympique de Marseille réalise un exploit contre City. Voilà, enfin, historiquement, on sait que les plus grands exploits des clubs français en Coupe d'Europe, on les doit à l'Olympique de Marseille, puis à Monaco et à Lyon aussi. Mais actuellement, quand j'analyse le début de saison des hommes de Villas-Boas, il y a beaucoup trop de lacunes au milieu de terrain. Tout à l'heure, tu as parlé à juste titre de Benedetto ou de Payet, mais il faut pas non plus oublier Morgan Sanson qui est à la cave depuis le début de saison, Rongier qui montait en puissance sur les 2-3 derniers mois de compétition, mais qui depuis le début de la saison actuelle, qui a aussi beaucoup d'insuffisance. Donc Thauvin. Puis Thauvin qui sur courant alternatif, et puis on a un peu l'impression que dans les grands matchs, il a un peu atteint son plafond de verre. Donc il y a beaucoup trop de lacunes dans cette formation marseillaise pour poser problème à City. Je pense que si City, et tu l'as bien résumé tout à l'heure, ne rentrent pas sur le terrain en dilettante comme ils l'ont peut-être fait face à Lyon, je vois pas comment Marseille pourrait ne serait-ce que rivaliser avec City. Ils ont déjà du mal à rivaliser en Ligue 1 contre des équipes de seconde zone, alors contre City, ce sera vraiment très 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 compliqué. Intrinsèquement entre les deux équipes, il y a pas de concurrence, il y a rien à voir. Marseille et City jouent pas dans la même catégorie. Mais après, avec la nouvelle composition qui est annoncée, d'ailleurs j'ai une petite confirmation, enfin logiquement ça va être ça en plus, j'ai reçu un petit message. Et de qui, de Villas-Boas? De certaines personnes. D'accord. Le 5-3-2 en fait, le 5-3-2, Marseille a jamais joué comme ça en fait. Marseille a jamais joué comme ça. Donc même pour eux, ça sera une surprise. Donc je sais pas si ça va marcher cette nouvelle technique en fait. Donc je sais pas. Et City avec une défense un peu en bois, même si Marseille ne va pas me faire danger, je pense, devant. Bon, c'est pas Thauvin et Radonjic qui vont faire la différence. En bois, il y a quand même Laporte, Cancelo. Oui, mais après à chaque fois ils prennent des buts contre West Ham, contre Leicester, enfin ils prennent des buts tout le temps en fait City. Donc ça, il faut noter que c'est leur point faible. Il a quelques kilos trop aussi. Je suis d'accord avec Viknesh. Bah oui. Et après surtout le problème, c'est que là on a l'absence d'Agüero et Gabriel Jesus. Et Sterling en pointe, il est sur les côtés et tout, il est très fort, j'ai rien à dire, il est très très fort, mais en pointe, moi je le trouve pas performant. Même le dernier match contre West Ham, à la fin du match, il loupe 2 grosses occasions. Donc en pointe, je sais pas si c'est une bonne affaire. Mais après, je pense qu'à la fin du match, il n'y aura pas de différence. City va s'imposer facilement, sans doute. Mais je pense que Marseille, on sait jamais sur un malentendu, ils peuvent tirer le 0-0 ou le 1 partout. C'est jouable, je pense. Il faut pas être sceptique, mais je pense que s'ils avaient bien à contenir les joueurs devant et De Bruyne, notamment, le maître du jeu, on sait jamais. Moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors, amis marseillais, ayez la foi quand même. Ayez la foi, même si vous nous écoutez, mais ayez la foi. Parce que nous, on veut la victoire de Marseille. La victoire, il faudra passer par la Bonne Mère et Notre-Dame de la Garde avant d'aller au stade ce soir. Non, mais pour blague à part, justement, j'ai écouté la compo d'Hervé et je pense que ça témoigne en fait du désespoir en fait de Villas-Boas sur cette compo. Le message que tu renvoies. Oui, quel message que tu envoies à l'adversaire quand tu sais pertinemment que tu es privé de tes 2 avant-centres, en l'occurrence Gabriel Jesus et Agüero, et tu joues avec une défense à 5. Donc c'est clairement que tu cherches le match nul à domicile. Mais après, faut être réaliste, il n'a pas le choix. On les attend à Marseille sur des matchs comme l'Olympiakos, sur des matchs à Porto à domicile. On les attend pas peut-être en aller-retour contre Manchester City, mais on sent qu'on est tout de suite, dès la 2e journée, on est mis sous pression en Ligue des Champions. Dès que je dis je parle des clubs français, je fais pas de supporterisme. Mais voilà, ça témoigne du désespoir en fait de Villas-Boas, et ça c'est assez triste.
Et justement, est-ce qu'on peut pas espérer, si on est quasiment sûr de la défaite de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on pouvait pas espérer d'autres attentions de la part de Villas-Boas? Ils peuvent rien faire, en fait. Quitte à faire quelque chose, autant tenter, autant créer. Mais ils auraient rien tenté. Ou à 4-5-1, je pense que c'est plus adéquat. Ouais, mais avec les joueurs qui sont en méforme, tu veux mettre qui en fait? Parce que Payet, on a parlé, il est pas en forme. Après, on a Bassançon qui n'est pas là. En fait, tu fais avec les joueurs que t'as, en fait. Donc, t'as pas beaucoup le choix, en fait. Oui, mais après, en termes de management, moi, j'aurais préféré mettre Payet sur le banc en championnat, pour le remettre en question et éventuellement lui envoyer des petites menaces, que tout de suite, depuis temps en temps, le mettre sur le banc face à Manchester City. Mais je pense que Villas-Boas, il se dit que de toute façon, dans ce match-là, il va pas prendre les 3 points. Donc, s'il faut envoyer un gros message, tu mets Payet au banc contre City, en fait. Bon. Comme ça, moi, c'est clair. Et en plus, avec la tactique qu'il veut mettre en place, c'est compliqué. Il faut la vitesse et Payet, il est pas là pour ça. Hervé. Après, moi, je comprends la question de Méchad. Je veux dire, Marseille n'a rien à perdre. Villas-Boas n'a rien à perdre. Exactement. Donc, quitte à mourir, autant mourir en étant noble. Digne. Avec une défense à 5. Là, t'as une défense à 5 et t'as Camara rongé en récupérateur. Sachant que le meilleur joueur à l'Olympiakos, c'était ni Camara ni Rongier. C'était Mathieu Valbuena. Non, c'était Marseille. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Il était pas du bon côté. Qui a 36 ans, effectivement. On avait la différence avec Payet. Le milieu défensif, la nouvelle recrue du Havre, le jeune Gay. C'était pour moi le meilleur Marseillais. Moi, franchement, je vois pas comment Marseille pourrait rivaliser. Ils ont pas les armes techniques. Et puis même, vous savez, parfois, en première ligue, quand vous savez que vous n'avez pas forcément le talent, la qualité pour pouvoir affronter une équipe du Big Six, vous essayez un peu d'imposer un certain défi physique, de provoquer un peu les joueurs, de les intimider, d'extrapoler le kick and rush. Voilà, enfin. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'on se dirige pas vers un Paris-Marseille ou Marseille-Paris bis finalement? Est-ce que Villas-Boas n'a pas mis une équipe pour faire la même performance que contre Paris en qu'est-ce que fait Villas-Boas? Quand on a eu le tirage au sort, on s'est dit la première des choses, on s'est dit il faut pas perdre face à Manchester. Il faut sauver des points face à Manchester. Sauver des points. Donc il prépare une équipe pour pas perdre face à Manchester. S'il arrache un point, même si c'est du côté de Marseille, c'est un point de gagner. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est d'aller perdre face à l'Olympiakos. C'est face à Porto et Olympiakos où il faut vraiment gagner, où il faut tout donner. Il a dû revoir tous ses plans, en fait, Villas-Boas. Merci beaucoup, messieurs. Petite page de pub et on revient très très vite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. On reprend la Ligue des Champions, on va parler des différentes affiches de la journée entre aujourd'hui et demain, et donc c'est le duel. Time Sport. Le duel. On va parler de Shakhtar Inter, mais plus précisément on va parler du groupe du Shakhtar qui est composé donc de l'Inter, du Real Madrid et de Mönchengladbach. Excusez-moi aux Allemands pour ma prononciation catastrophique. Juan José. Déjà le Shakhtar Inter, donc qui a commencé à 18h55, donc ils sont à la mi-temps 0-0, et puis le match important, c'est celui qui va être joué donc à 21h avec Mönchengladbach Real. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde le sait, le Real se fait écraser chez lui par Shakhtar Donetsk 2-3. Ça a été une grosse surprise. Le Real qui, avec une défaite, serait entre grosses difficultés. Même après avoir gagné face au Barça le Classico. Et Mönchengladbach qui avait fait match nul à l'extérieur, qui a besoin quand même aussi d'une petite victoire pour pouvoir tenir la cadence. Donc match compliqué pour Zinedine Zidane parce que maintenant on l'a beaucoup critiqué après la défaite face à Shakhtar Donetsk. On l'a incensé juste après parce qu'il a gagné face à Barcelone. Alors qu'on l'avait critiqué face à Cadix. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un vrai test pour lui parce qu'il faut que le Real aille s'imposer en Allemagne et on sait que s'imposer en Allemagne est toujours très compliqué. Le Real Madrid n'est pas plus fort quand il est au pied du mur. J'ai l'impression que depuis que Zidane est là, chaque fois que cette équipe est au pied du mur, c'est à ce moment-là qu'elle se révèle. Notamment avec l'âme de cette équipe, Sergio Ramos. Mais c'était pareil pendant le confinement et après lors du déconfinement, ils se sont révélés au pied du mur. Et là, victoire contre le FC Barcelone. Donc est-ce que ça nous promet pas un gros match ce soir contre le Mönchengladbach? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est probablement, en Espagne, c'est sûr et certain, l'équipe qui a le plus de résilience en fait. C'est une équipe qui, lorsqu'elle est dos au mur, qui a cette capacité à se transcender, qui a cette capacité à se surpasser, à rectifier le tir. J'ai l'impression qu'elle est plus à l'aise
quand elle est entre guillemets dos au mur que quand elle est dans le confort. Après, moi j'aimerais quand même apporter un peu de nuance. Le Real a quand même battu l'un des Barça, pour ne pas dire le Barça le plus faible des 15 dernières années. Donc il ne faut pas commencer à crier victoire trop vite. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail dans cette équipe madrilène. Moi j'ai vu le match Shakhtar Real. C'est quand même une équipe qui a quand même pas mal d'axes d'amélioration. Et pour revenir à ce que... Tu peux dire beaucoup de défauts, sans faire politiquement correct. Parce qu'en plus, il y a 3-2, mais il y a 3-2, mais notamment un but extraordinaire de Modric. Et honnêtement, si les attaquants du Shakhtar jouent mieux les coups, se sont amusés. Voilà, ça peut se terminer en 5-2 très facilement. C'est clair. Et moi, je pense que ce match-là, il sera capital. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier que les 2 prochains matchs, le Real va jouer contre l'Inter. Donc un mauvais résultat en Allemagne contre Gladbach et mettrait dans une position plus que compliquée dans la qualification en 8e de finale. Moi, je pense que tu parlais de résilience, de cette capacité du Real à rebondir lorsqu'ils sont dos au mur. Je pense que c'est mauvais pour une équipe. On est résilient. Qu'est-ce que la résilience ? C'est rebondir après de multiples échecs. S'ils rebondissent, ça veut dire qu'avant ça s'est mal passé, et donc c'est pas forcément positif. Le début de saison est quand même très moyen du côté du Real Madrid. Oui, s'ils sont résilients, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs échecs, et du coup c'est pas bon de toute façon. Après, je pense que Borussia Mönchengladbach a le style idéal. Tu peux répéter le nom ? Borussia Mönchengladbach. C'est comme ça qu'on dit ? Je pense. Je suis de l'Est de la France, je suis pas très loin de la frontière allemande. Ami auditeur qui est en Allemagne, vous nous appelez. Le C et le H, c'est en allemand. D'accord, c'est ok. Voilà, donc le Mönchengladbach. Je pense. D'accord. Je pense. À vérifier en tout cas. Mais je pense que pour parler football, je pense qu'ils ont aussi l'idéal pour faire douter le Real Madrid, sachant qu'on a un Benzema qui est un peu trop esselé. Je pense que le Real Madrid de cette année est trop Benzema dépendant. Ceux qui l'entourent sont pas très justes. Je pense, ou Ramos, effectivement, tout à fait. Vinicius n'est pas très juste techniquement. Comment il s'appelle ? Asensio, il est un peu neutre. Aussi. Rodrigo, on peut pas compter sur lui. Isco, il est souvent blessé. Donc Benzema, il est un peu trop esselé dans ce Real Madrid. Sachant qu'en face, au Borussia Mönchengladbach, ils ont profil idéal, ils ont des latéraux qui montent haut, ils ont des Thuram devant, des Alassane Plea qui sont des bouffeurs d'espace. Donc je pense qu'ils peuvent les faire douter, sachant qu'il y a eu des déconvenus, Cadix, le Shakhtar. Donc ça va être un match intéressant, et là on verra la capacité de résilience de Zinedine Zidane. Vignesh, le problème du Real Madrid, ce ne serait pas d'avoir des jeunes joueurs qui sont un peu inexpérimentés pour le très haut niveau, et des joueurs un peu plus âgés qui sont peut-être à la fin. C'est exactement ça en fait, parce que les jeunes joueurs qui ont été achetés très très jeunes, comme Rodrigo, Vinicius, ou même Militao, Valverde et les autres, Odegaard aussi, ils sont trop jeunes en fait. Ils n'ont pas encore l'expérience. Et les autres, comme Modric, comme Ramos, et même Marcelo, etc., eux ils sont trop vieux. Donc il n'y a pas un juste milieu. Donc ça c'est un peu problématique. Et pour revenir sur le match en question, moi je pense que Borussia Mönchengladbach, c'est l'équipe qui peut déranger le Real en fait. Parce que physiquement ils sont au top, et le Real n'est pas habitué à affronter des équipes qui sont fortes physiquement, et collectivement ils sont très très bons, et ils sont très très techniques aussi avec les joueurs qui ont été cités précédemment, les 2 Français notamment. Donc je pense qu'ils peuvent causer des problèmes au Real, et surtout que l'entraîneur Marco Rose, il est tacticien, c'est un très très bon technicien, tacticien, donc je pense qu'il sait comment embêter le Real. Surtout dernièrement, le Real, on voit qu'ils sont très très faibles, qu'ils sont pas en forme, donc on sait jamais. Moi je pense que le Real, ils peuvent commettre un deuxième faux pas. Il faut pas oublier que l'année dernière, le Real a commencé avec une défaite au Parc des Princes, 3-0, et qui ont fait match nul 2-2 contre le Club Bruges. Donc ça avait mal commencé aussi l'année dernière. Il sait comment embêter le Real Madrid, par contre il sait pas comment embêter le Bayern Munich en championnat. Ouais, mais tu vas pas comparer le Real et le Bayern en ce moment. Ah si, c'est les mêmes équipes. C'est le même standing. On va pas les mêmes matchs. Standing, oui, mais au niveau de la forme, le Bayern c'est une machine depuis décembre dernier. Alors que le Real, c'est dur quoi, c'est dur, c'est difficile pour eux. Donc pour toi il y a moyen. Largement ils ont moyen. On a déjà donc la compo pour le Real. Ça y est, c'est bon, elle vient de tomber avec Courtois, Lucas Vázquez, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Asensio, Vinicius et Benzema. Lucas Vázquez, latéral droit, qui va jouer de latéral droit. Ceux qui ont connu Lucas Vázquez à ses débuts et même au milieu de sa carrière, il était ailier. Ouais. Mais latéral droit et déjà en ailier c'est compliqué, alors latéral droit. Je pense que c'est pour contrer les latéraux très offensifs du Borussia Mönchengladbach. Sinon, si on avait mis un Nacho à droite, je pense qu'il aurait potentiellement subi face à Rami Bensebaï qui est très offensif du côté du Borussia. Donc je pense que c'est un choix tactique, on va dire, juste
du côté de Zinedine Zidane. Après, Vasquez, aussi. on a l'impression que c'est son chouchou. Hein. S'il avait été limogé au lendemain du Classico, de la victoire du Real Madrid face au Barcelone, je pense que Vasquez aurait pris ses valises en même temps que Zinedine Zidane. Il serait reparti. Donc, c'est assez intéressant, justement. Et c'est pas le seul match qu'on a aujourd'hui, parce qu'on sait que aussi à 18h55, on a eu un autre match qui est toujours dans la mi-temps, qui va commencer la deuxième mi-temps dans quelques instants. C'est le Lokomotiv Moscou qui joue face au Bayern. Et le Bayern qui a marqué lors de la première mi-temps, qui mène à l'extérieur, le Bayern quand même, qui reste champion d'Europe, mais qui reste les grands favoris de cette compétition. D'autant plus qu'il y a une semaine a écrasé l'Atlético de Madrid de façon humiliante avec ce 5-1 infligé au Madrilène des Cholo Simeone. C'était pas 4-0, je pensais 4-0, je crois, non? 4-0, 5-1, j'ai pensé au Barça. Farsa Ferencváros. Le Bayern mène 1-0, c'est ça? Il mène 1-0 but en premier mi-temps des Goretzka. But de Goretzka. Très bien. Je peux ajouter quelque chose? Oui, je t'en prie. Enfin, tout à l'heure, Mourad a fait une revue d'effectifs du Real. T'es obligé de mentionner notre ami Eden Hazard. Blessé encore. Disparu à la buvette. Blessé encore. Là, c'est pas de chance pour lui. Hein. Tu l'avais. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais tu as oublié Eden Hazard. C'était totalement involontaire. Ils doivent avoir le. Mais comme il n'est jamais là, ils doivent avoir le même nutritionniste que Dimitri Payet en ce moment. Bref, on arrête sur la Ligue des Champions et on s'attaque tout de suite au mode pressing. Time Sport, le mode pressing. Le mode pressing avec Infantino, le président de la FIFA, qui est testé positif au coronavirus. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez s'il est allé à Ibiza? Bonne question. Avec J'ai pas d'infos dessus, Neymar et tout ça. Non, la question qu'il faut se poser, c'est quelles conséquences ça peut avoir sur le reste de l'année? Pas grand-chose. Rien. Aucun. Rien. Non, pas des grosses conséquences, au-delà du fait qu'effectivement, encore un qui tombe, espérant qu'il n'est pas tombé malade à cause effectivement d'un écart de comportement, comme ça a été le cas pour pas mal des joueurs après la Champions League, la phase finale à Lisbonne, parce que aujourd'hui, effectivement, quand on voit le premier représentant du foot européen tomber malade, et on voit des stades qui sont vides, et on voit des annonces qui se profilent dans les heures à venir, dans les jours à venir, qui vont mettre encore en plus en difficulté le football, on pourrait commencer à se poser des questions. Merci beaucoup, messieurs. Avant de vous quitter, j'aimerais profiter des dernières secondes qui me restent pour avoir une pensée très émue pour Ziad Ebouna. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Oui. Donc une pensée très émue pour Ziad Ebouna et leur famille. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à demain pour la quotidienne de Time Sport. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.